Salut les amis, salam alaikum, bonsoir tout le monde, c'est la rentrée, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée, que ça n'a pas été difficile pour vous. C'est parti pour nous, malgré qu'avec Monsieur Cohen, nous n'avions pas pris de vacances, nous avions été présents tout l'été et nous sommes là à la rentrée. Je salue donc Monsieur Cohen. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous, joyeuse rentrée. Enfin, j'imagine, c'est un peu difficile, mais bon, il faut s'y faire, voilà. Effectivement, la rentrée n'est jamais simple. Courage à tous. En tout cas, c'est reparti avec de Oui, nouvelles actualités à analyser avec vous. Et on va commencer, bien sûr, avec le sujet que vous avez pu voir en générique. C'était donc les manifestations en Israël. Alors, juste avant de vous donner la parole, Monsieur Cohen, je tiens à préciser, les amis, comme d'habitude, pour TikTok, vous connaissez le principe, tapotage, partage, et puis vous pouvez prendre la parole en cliquant sur les deux petits bonhommes en bas à gauche. Et sur les autres plateformes, vous avez le lien que je vais vous mettre dans le chat. Vous pouvez venir intervenir avec nous, comme d'habitude, les amis. Donc, euh, voilà, Monsieur Cohen, c'est à vous. Donc, les manifestations en OK. Israël, ça bouge, Bon, ça bouge. oui, ça bouge, mais malheureusement, contrairement à ce que disent, enfin, les médias occidentaux qui ont envie de donner une belle image ou une certaine image, d'Israël, bon, d'abord, vous aurez remarqué, c'est pratiquement les sociétés, même quand elles manifestent contre le gouvernement, contre telle politique, le nombre des drapeaux israéliens est incroyablement élevé. C'est-à-dire vraiment, les manifestants se noient dans les drapeaux, quel que soit, même quand ils font des manifestations critiques. Donc c'est un élément à prendre en considération, c'est-à-dire ce sont des nationalistes dans le sang. Voilà. Alors, évidemment, les gens ne sont pas contents parce que euh, il y a des otages et les Israéliens ne veulent pas, enfin les Israéliens, Netanyahou ne veut pas négocier. Bon, au départ, il y avait un certain consensus quand même, en tout cas dans l'armée, les services de sécurité, ils pensaient qu'on allait donner une leçon Hamas et qu'on allait rapatrier les otages. Et puis, au mois de novembre, ils ont accepté un échange limité tout en, tout en pensant, parce que les Israéliens se croient très forts et ils méprisent leurs ennemis, surtout le Hamas. Voilà. Et donc, ils pensaient qu'ils allaient en faire une bouchée et qu'ils allaient libérer les otages et sans rien donner en retour. Et ça aurait été quelque chose, évidemment, de fabuleux. Alors, le problème qui se pose, et à mon avis, enfin, que certains posent en Israël, mais pas de manière aussi cynique, c'est que Netanyahou ne peut pas arrêter la guerre. Voilà. Pourquoi? Parce que il est pris en otage. Vous savez, pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai toujours dit, ça faisait hérisser les cheveux de certains, que Netanyahou est un modéré. Évidemment, ce qui s'est passé cette dernière année ne le montre pas. Mais Netanyahou n'est pas libre de faire ce qu'il veut. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Netanyahou est l'otage d'une douzaine de députés nationalistes extrémistes. Or, ces députés, dirigés par Itamar Ben-Gvir et Smotrich, sont deux partis différents mais à peu près pareils, lui ont clairement signifié que toute négociation avec le Hamas pour la libération des otages signifierait leur départ du gouvernement. Et donc, Netanyahou tombe,
de nouvelles élections, il n'a absolument pas la majorité et il reprend les procès avec peut-être de la prison. Alors qu'il y a un an, il était considéré, d'abord il avait battu le record de longévité d'un premier ministre israélien. Il a battu le record de Ben-Gurion, le fondateur de l'État. Il a réellement développé l'économie. Il a réalisé des percées diplomatiques très importantes avec les normalisations. Il a obtenu l'annulation de l'accord avec l'Iran. Il était sur le point de signer un traité de normalisation avec l'Arabie saoudite. Au mois de septembre de l'année dernière, un mois avant l'octobre, il faisait un discours très optimiste à l'Assemblée générale des Nations unies en présentant ses perspectives et même une carte où la Cisjordanie avait disparu, mais tout cela était avalé par les autres. Et il était au sommet de sa puissance, de son rayonnement, et il se croyait tout permis. Voilà, il allait rentrer dans l'histoire. Il faut penser à ça, c'est-à-dire que le type, il y a un an, il allait rentrer dans l'histoire. Aujourd'hui, il a peur de la fin de cette guerre qui le mènerait, si ce n'est pas à la prison, mais en tout cas à un échec lamentable dont on gardera un souvenir terrible. Voilà. Et donc, là, par exemple, il y a des officiers supérieurs, c'est-à-dire au niveau de général, qui démissionnent. Le ministre de la Défense, on est en train de monter une cabale contre lui pour le dégager, pour l'obliger à démissionner. Il y a des tensions terribles au sein de la société. Les réservistes sont fatigués. L'économie est à genoux. Et pourtant, il a envie de continuer, il n'a pas le choix. C'est ça le drame. Son drame, c'est qu'il n'a pas le choix. Voilà. Et donc, tout ce qu'il fait, toutes les gesticulations, les réunions, c'est du cinéma. C'est pour tromper les Américains, pour les mener en bateau, leur faire croire, oui, 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 on va négocier, etc. Et il pose des conditions telles que même le Hamas a dit, bon, on arrête de négocier. Donc, Israël est en train de s'enfoncer dans une impasse terrible. Il y a même des gens qui disent on est au bord de la guerre civile. Bon, moi, j'y crois pas, mais disons, les tensions sont telles. C'est une société qui est en train de se fasciser. Récemment, cette semaine, il y a eu un prof de philosophie, un intellectuel, qui a été chassé de son enseignement. Le tribunal l'a remis en place, mais il reçoit des messages, il reçoit des menaces, etc. Vous savez, il y a le numéro 2 de Tzad qui avait dit que l'Israël, enfin d'il y a quelques années déjà, qui avait adopté la loi sur l'état de la nation juive, lui rappelait l'Allemagne du début des années 30. Bon, nous, les anti-sionistes et les anti-israéliens, on devrait se réjouir. Parce que finalement, on a trouvé la faille dans la cuirasse d'Israël. Voilà. Et en fait, moi, c'est toujours ce que je pensais. Israël est quasiment invincible s'il mène une guerre extérieure. Par contre, de l'intérieur, il est miné. Et en fait, il s'est laissé miner tout seul. C'est-à-dire que, au lieu d'affronter le problème et de chercher une solution
à la limite, il aurait pu trouver une solution avec les Palestiniens, même en gardant la moitié de la Cisjordanie. L'autorité palestinienne n'est pas si gourmande que ça, elle n'est pas exigeante. Mais malheureusement, c'est ça l'esprit colonial. On veut tout. Et donc, il fait sombrer le pays dans le chaos, la violence, le fascisme. Et donc, et je ne vois pas d'issue. Qu'est-ce qui pourrait faire changer? Parce que Netanyahou a une majorité solide. Voilà. Et l'armée est obligée d'obéir au pouvoir politique. Et donc, je ne vois pas ce qui pourrait modifier la donne, à moins, enfin, jusqu'à présent, ils n'ont pas commis l'erreur, les Israéliens, d'attaquer le Hezbollah. Voilà. Ça, au moins, ils sont restés prudents sur ce plan. Mais ils continuent à Gaza, ils continuent leur violence en Cisjordanie, et la société est en train d'éclater, de se diviser. Donc, mais elle reste, ceux qui restent en tout cas, il y a quand même pas mal de gens qui partent ou qui ont l'intention de partir, mais ceux qui restent s'accrochent à cet État et sont prêts à le défendre. Voilà comme introduction ce que je voulais dire ce soir. Très bien, merci M. Cohen. Alors, les amis, pour celles et ceux, comme d'habitude, qui veulent participer, n'hésitez pas. Je salue tout le monde sur Twitter et sur toutes les autres plateformes. Première réaction concernant les manifestations, M. Cohen, on est bien d'accord, c'est pas pour un soutien aux Palestiniens, mais c'est plutôt pour les prisonniers, hein, c'est ça, les otages. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit, ce sont des nationalistes. Il n'y a jamais autant de drapeaux israéliens que dans les manifestations des opposants. Donc en fait, ils veulent, d'ailleurs ils leur disent, mettez-vous d'accord sur les otages et après faites la guerre. Et après on fait la guerre. Voilà. Et donc en fait, c'est pas ils ne sont pas pacifistes. Voilà. Ils détestent les Palestiniens. Ils leur feront la guerre totale. Et donc, ce n'est pas ça qui les motive. Ce n'est pas la paix, ce n'est pas la violence. L'écrasante majorité des Israéliens, tous les sondages le disent, sont à 90% en faveur de cette violence à Gaza et en Cisjordanie. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Le peuple israélien n'est pas prêt pour une solution pacifique. Voilà. Et vous pensez quoi de la réaction de M. Biden qui dit que Netanyahou n'était pas justement pour avancer vers un cessez-le-feu? Oui, mais même Biden, il est prisonnier du lobby israélien. Je veux dire, il peut se permettre. En Israël, il y a des gens qui. Il y a le grand journal Yediot Aharonot qui est vraiment très critique contre Netanyahou. Donc, il lui dit chaque jour les quatre vérités, etc., l'intérêt personnel, l'aventurisme et tout. Ce ne sont pas les critiques qui manquent en Israël. Mais le problème, c'est que le peuple est obligé de suivre. Il n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'ils sont légalistes. Les militaires sont légalistes. Le chef d'état-major, qu'il le veuille ou non, il est légaliste. Et donc, ce qu'il leur reste, c'est de démissionner. Donc, il y a eu récemment des démissions de haut niveau. Mais, par exemple, il y a eu des réservistes qui ont exprimé leur mécontentement. Ils ont reçu des menaces. Et ils leur ont dit que si vous n'allez pas faire la guerre, vous serez jugés, condamnés et emprisonnés. Donc, le système juridique fonctionne toujours de cette façon-là. Voilà. Alors, Biden, il exprime sa frustration de se laisser mener en bateau.
de, de ne pas pouvoir dire aux démocrates, regardez, on a fait reculer Netanyahou, on a réalisé la... Il est frustré, le Parti démocrate, mais il ne peut pas faire autrement. Il est obligé de suivre. Voilà. C'est-à-dire, il critique, mais à la fin, il dit, bon, ok, je vous donne l'argent nécessaire, je vous donne les armes, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Voilà. Alors, pardon. J'ai vu, Monsieur Cohen, une vidéo que j'ai repartagée sur Twitter parce qu'il y a un petit peu moins de censure qu'ailleurs sur Twitter, mais je ne peux pas vous la montrer ici, c'est d'une violence extrême. Et en fait, moi, j'aimerais bien comprendre en fait comment se fait-il qu'il n'y ait pas de réaction de l'ONU ou même des puissances internationales quand on voit ces images-là, et quand je parle de ces images, c'est des enfants complètement déchiquetés par des explosions de bombes. Quand vous voyez ces images, franchement, vous ne pouvez que être écœuré de ce qui se passe là-bas et qu'il n'y ait aucune réaction des instances internationales. Moi, voilà, j'ai encore vu cette image, je l'ai publiée sur mon Twitter Altitude, vous pouvez aller jeter un œil, mais franchement, vous en pensez quoi de ça? Comment se fait-il que ça ne réagit pas? Ok, encore une fois, vous savez, je vais reprendre une expression très connue. Je pense qu'elle est de Hegel, mais je ne suis pas sûr, qui avait dit au 19e siècle, les États sont des monstres froids. Voilà. Donc, un État, bien sûr, il y a des gens, mais au niveau, comment dire, lorsqu'ils agissent comme des, des membres d'un État, c'est-à-dire dans la défense d'un État, ça ne rentre pas en ligne de compte. C'est difficile à expliquer ça. Vous savez, pratiquement tous les États, enfin, là, beaucoup d'États sont passés par ce genre, par ces phases-là. C'est-à-dire, pouvez avoir des États qui sont humanistes, progressistes, mais à un moment donné, quand la raison d'État l'emporte, c'est-à-dire que pour des raisons, la raison d'État implique de faire ceci ou cela qui est contre le droit. Regardez par exemple en Angleterre. Voilà, dernier exemple. Le gouvernement britannique, l'État profond britannique, ne supporte pas les critiques contre sa politique d'immigration. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Voilà. C'est-à-dire, c'est sacré. On n'y touche pas. Voilà. Bon. Il y a eu, comme on sait, 3 fillettes qui ont été égorgées ou enfin, tuées par un coup, enfin, ou égorgées. Bon, voilà. Donc il y a eu une émotion extraordinaire chez le petit peuple britannique. Bon. C'est vrai que l'extrême droite, enfin ce qu'on appelle l'extrême droite, s'en est mêlée. Bon, mais il y avait des manifestants. La Grande-Bretagne est connue pour être le berceau du droit de l'homme. Vous savez, l'habeas corpus date de 1200 ou 1300. Vous imaginez un peu la tradition britannique, l'habeas corpus. Or, qu'est-ce qui s'est passé pendant un mois ou deux? Le gouvernement britannique a dit je ne tolérerai aucune manifestation, même on a vidé les prisons, on a libéré quelque chose comme 3000 à 5000 places, on a condamné, là je viens de lire, il y a une femme qui a été condamnée à 20 mois de prison ferme pour avoir filmé une manifestation. Est-ce que vous réalisez par où est en train de passer la Grande-Bretagne? C'est-à-dire que toutes ces traditions d'humanisme, de droits de l'homme, de protection, s'effondrent le jour où l'État britannique
c'est quoi l'État britannique? Je ne sais pas. Mais disons, les intérêts suprêmes de l'État britannique sont menacés par une manifestation insupportable. Et bien à ce moment-là, on ne connaît plus le droit à manifester, le droit à s'exprimer, etc. C'est-à-dire que, ou bien par exemple, quand il y avait combien d'États démocratiques se sont livrés. Aujourd'hui, on voit ces images. Bon, mais la France, qui était une république, la quatrième république, combien de massacres elle a commis? Mais les Belges, ils ont tué des millions de Congolais, des millions. Les, les, les Anglais, pour des intérêts économiques, ont brisé les mains et les doigts des artisans indiens parce qu'ils leur faisaient concurrence. C'est-à-dire que, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que nous raisonnons en termes d'humains. Voilà, en termes d'humains. Or, il y a un autre niveau, c'est ça qu'il faut juste comprendre, c'est pas partagé, mais comprendre qu'à un niveau étatique, on pense différemment. Voilà. Les massacres sont considérés comme des choses qui rentrent, comment dire, comme en perte et profit. Voilà. C'est-à-dire c'est pas, ils ne raisonnent pas en termes, oh là là, c'est terrible. Non, c'est, c'est la réalité, malheureusement. Enfin, je veux dire, moi, j'explique la réalité. C'est tout. C'est pas, je la justifie pas. Elle existe. Elle a toujours existé. Tous les États se sont livrés, enfin, la plupart des États se sont livrés à des massacres ignobles. Enfin, par exemple, au Canada, le Canada qui était connu, au XXe siècle, la seconde moitié du XXe siècle, des milliers d'enfants ont été enlevés à leurs parents, maltraités, etc. Bon, le gouvernement canadien s'excuse après, etc. Mais regardez les Américains, ce qu'ils ont fait, etc. Donc, en fait, le problème, c'est que nous, bien sûr, en tant qu'êtres humains, en tant qu'institution, organisation, association, on est bouleversé. Voilà. Mais au niveau étatique, on voit le rapport de force, les conséquences économiques, les alliances, l'affaiblissement comment dire, des, des alliances. Et donc, voilà, ils raisonnent autrement. Voilà, enfin, j'espère. Voilà, c'est juste, les dirigeants vivent dans une autre réalité. Voilà. Oui, j'avais bien compris, Monsieur Cohen, en plus d'être dans une autre réalité, ils agissent sans scrupule. Donc, ils n'ont aucun scrupule à ce qu'il y ait de telles images qui soient diffusées. Bref, les amis, on continue de partager et tapoter sur toutes les plateformes. Philippe, qui est avec moi sur Twitter, je vais te donner la parole. Juste avant, il y avait Gilles sur TikTok et j'ai Sofiane sur YouTube qui a un problème de micro. Essaye de te déconnecter et revenir parce que je ne peux pas te faire monter. Gilles, c'est à toi. Oui, d'accord. Bonsoir, Monsieur Cohen. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, je voulais faire un parallèle avec la société américaine au sortir de la guerre du Vietnam, c'est-à-dire les années 60-70. Et il y a toute une génération qui a été, on peut dire quelque part, gaspillée, quoi. Et quand on regarde maintenant la nouvelle génération israélienne, quoi, la jeunesse, on a l'impression que c'est aussi une génération qui est totalement en roue libre. J'aimerais bien avoir votre sentiment sur cette question. Merci et bonne soirée. À la différence, alors il y a une grande différence entre la jeunesse, la génération jeune américaine des années 60 et 70 et la génération israélienne. Voilà. La génération américaine des années 70, surtout années 70, elle a arrêté la guerre du Vietnam.
Voilà, elle a fait arrêter la guerre du Vietnam. Elle a entrepris, en tout cas, ce qu'on on croyait être, ce qu'on a cru être, un bouleversement de la société. Bon, vous vous rappelez la musique rock, Bob Dylan, les enfants, etc., etc. Et donc, il y avait une contestation du système, alors que la jeunesse israélienne n'a jamais contesté le système. C'est-à-dire, les contestataires du système ont toujours été une infime minorité, et une infime minorité étroitement surveillée par les renseignements généraux, par les services de sécurité. Et donc, en fait, si la jeunesse israélienne manifeste, ce n'est pas pour contester le système sioniste qui serait colonialiste, conquérant, discriminatoire, etc. Pas du tout. Voilà. Ils n'ont jamais, cette jeunesse-là n'a jamais défendu les Palestiniens, n'a jamais condamné l'apartheid, n'a jamais condamné la destruction des maisons, etc., etc. Voilà. C'est une jeunesse qui est biberonnée au nationalisme et qui n'a jamais, à part une petite minorité, bien sûr, mais c'est une minorité qui tourne autour de 5% ou 10% maximum. Voilà. Merci pour la réponse pour Gilles. Alors, Philippe, bonsoir. Oui, bonsoir Altitude, bonsoir Monsieur Cohen. Merci Bonsoir. beaucoup Altitude pour votre endurance. C'est assez extraordinaire de voir vos interventions et c'est très agréable de vous écouter toutes les semaines. Donc bravo pour ce que vous faites. Ensuite, oui, concernant ce qu'a dit Monsieur Cohen, je voulais revenir sur peut-être un ou deux points. Le premier, tout à l'heure, il avait cité, et j'ai trouvé ça intéressant, l'aspect, je crois que vous aviez dit l'État est un monstre froid. C'était une citation de Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra. Ah oui, d'accord. Non, c'est le plus froid des monstres froids. Et donc, on ne doit pas réfléchir, nous, en tant qu'on va dire particuliers, comme des États. Mais je voulais quand même revenir sur un phénomène qui me semble intéressant et qui est peut-être, je pense, nouveau dans l'histoire de l'humanité. La relation d'Israël aux États-Unis, je pense que c'est la quintessence de ce que je veux illustrer. Je pense pas que vous avez évoqué le cas du Canada, de l'Angleterre, de la France, etc. Certes, ces États, ces monstres froids, ont fait des ignominies, enfin rétrospectivement bien sûr, et même sur le coup, mais c'était pour leur propre compte. Là, ce qu'on observe, je pense, c'est que la relation que Israël a avec les États-Unis, je ne sais pas si dans l'histoire de l'humanité, il y a eu quelque chose d'équivalent. C'est-à-dire un État qui bosse pour un autre, mais de manière inconditionnelle, avec l'aide militaire, diplomatique, l'aide économique, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est unique et je voulais avoir votre avis dessus. Et ensuite, il y a un autre phénomène au-delà des manifestations que l'on observe, c'est cette répression, qui a toujours existé depuis le développement, on va dire, du lobby israélien. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une accélération de ce phénomène-là. Et donc, je voulais que vous nous éclairiez un petit peu, quel est votre avis un peu sur ça. Enfin, j'ai lu le livre de, je vais conclure mon intervention rapidement, j'ai lu le livre de Guillaume Meurice, c'est le comédien, le comique qui a fait cette petite blague sur Netanyahu. Oui, oui. Son livre est excellent, mais il y a eu plein d'histoires. Il y a eu l'histoire de Warda Anwar, vous savez, celle qui a fait, qui s'est moquée du bébé dans le four. Il y a eu un professeur, là, il n'y a pas très longtemps, des militants, des syndicalistes. Là, on voit qu'il y a vraiment une accélération de la répression. Et donc, moi, la manière dont je le vois, c'est le fait de bosser pour un État étranger. Parce que ce n'est pas dans l'intérêt, on va dire, de la France que de faire ces choses-là. Il y a des journalistes, Richard Medhurst en Angleterre, qui s'est fait arrêter par 6 policiers à la sortie de l'aéroport. Enfin bref, ça devient ubuesque, grotesque. Et je voulais avoir votre avis, votre analyse un peu sur cette soumission. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a observé dans l'histoire et cette accélération depuis octobre? Je vous remercie encore. D'accord, ok, merci. En fait, tout est question d'opportunité politique. Alors, d'abord, vous allez peut-être être surpris, mais les États-Unis d'Amérique ont été très froids vis-à-vis d'Israël de 1948 à 1967.
C'est-à-dire, et le lobby juif aux États-Unis rasait les murs. D'accord? Il n'osait pas l'ouvrir avant 1967. Donc, il ne faut pas croire, si les États-Unis se sont engagés, d'abord, ils ne se battent pas pour Israël, mais ils l'aident. Et ils aident les États-Unis quand il le faut. Regardez Taïwan, l'Ukraine, etc. Donc, c'est pas une question. Il y a deux raisons. Les États-Unis ont découvert l'intérêt d'Israël en 1967. Bon, vous savez, en 1948, au moment du partage, Truman, qui est le président des États-Unis, ne voulait pas inclure le Negev, cette partie désertique du sud d'Israël, dans dans le camp israélien. Bon. Et bon, c'est un peu long à raconter, je l'ai raconté une autre fois parce qu'elle est très drôle l'histoire, mais en fait, on a réussi à le faire changer d'avis. Bon, d'accord. Kennedy a mené une bataille féroce. Vous savez, par exemple, en 1956, lorsqu'il y a eu l'agression tripartite, France, Angleterre, Israël contre l'Égypte de Nasser, Israël a occupé le Sinaï. Qui a fait partir Israël, les Israéliens du Sinaï? C'est un ultimatum américain. Ils leur ont dit, vous quittez, sinon, eh ben, les Israéliens sont sortis. Donc, si les Américains se pâment d'amour, entre guillemets, pour les Israéliens, c'est parce que c'est dans leur intérêt. Le jour où ça ne sera plus dans leur intérêt, ben, ils les laisseront tomber. Donc, en fait, je voulais juste montrer, et l'Europe est dans ce, comment dire, elle est dans ce trip. C'est-à-dire que les dirigeants européens, les dirigeants ou les États profonds, les dirigeants européens sont à fond pour des raisons. Ce n'est pas le moment de le dire, c'est juste que, comme tout à l'heure j'ai parlé de la Grande-Bretagne, qui a oublié les droits de l'homme alors que c'est le pays de l'habeas corpus, eh bien, les États européens ont décidé une bonne fois pour toutes, enfin en tout cas en ce moment, d'être derrière Israël à fond. Et donc, ces États mettent tous leurs moyens, la justice, la police, les médias, au service de cette alliance. C'est comme ça, c'est une décision qu'ils ont prise et ils l'appliquent. Donc, on n'a pas à chercher, comment dire, des justifications rationnelles. Il n'y en a pas. C'est une question, voilà, nous soutenons cet État quoi qu'il fasse. Voilà. Et donc, ils mettent les moyens. Voilà. Donc, regardez les violences policières en Allemagne, en France, etc., policières et judiciaires. Là, récemment, il y a eu, comment il s'appelle, celui qui avait invité Étienne Chouard à son émission très connue. Enfin bon, mais il a été convoqué par la police. Enfin, je veux dire, mais pourquoi? C'est que l'État a décidé de mettre tous ses moyens pour la défense de cet État. Donc, il donne des instructions à la police, à la justice, etc., de suivre le mouvement. Voilà. Le jour où l'État, pour d'autres raisons, décidera de changer, ben on changera de politique. Donc, il ne faut pas s'étonner, enfin, il ne faut pas s'étonner. C'est, voilà, un État, à un moment donné, l'État a comment dire, a une ligne politique, eh ben, il la défend. Le jour où ça ne l'arrangera plus, ben, il changera. Voilà. Très bien. Philippe, est-ce que tu veux rebondir ou je fais tourner? Oui, très brièvement, parce que ça demanderait trop de digression. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre réponse, toujours très articulée et intéressante. Bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous concernant avant 67. C'est vrai que les choses se sont accélérées, ça c'est assez évident, et en particulier à la suite de la mort de... Moi, je daterais ça peut-être à la suite de Kennedy.
mais dans l'ouvrage de Alison Weir, Against Our Best Judgment, c'est une journaliste américaine qui a créé une organisation qui s'appelle If Americans Knew, donc si les Américains savaient. Elle retrace un peu l'histoire du mouvement sioniste aux États-Unis, de la fin du 19e jusqu'au plan de partage. Et même Truman, en fait, on se rend compte que même lui était un sioniste, un chrétien sioniste. Et à un moment donné, il dit « Je suis Cyrus ». Donc on lui a dit « Vous êtes Cyrus ». Vous pouvez regarder ça sur Internet, c'est assez intéressant. Donc il y avait tout ce complexe un petit peu sioniste, chrétien, etc. qui était là. Mais bon, je suis d'accord avec vous sur l'accélération. C'est vrai que les choses ont pris vraiment une ampleur incroyable après 67. Mais très, très, très brièvement, concernant la rationalité ou l'irrationalité que vous avez mentionné sur les États, moi, je crois que votre livre, finalement, excellent ouvrage de référence dans l'espace francophone, Le Printemps des Sayanim, c'est pas le seul, de vous qui est bon, mais je pense que il y a deux facteurs. Il y a bien sûr les Sayanim, ça semble assez évident pour les observateurs qui veulent voir les choses. Et la deuxième, ça va peut-être vous paraître surprenant, mais je pense que c'est l'antisémitisme, le vrai. C'est-à-dire que dans le schéma intellectuel de certaines personnes, et il en avait parlé, l'ancien patron de l'ADL américain, il y a des gens qui pensent, c'est comme ça, que, entre guillemets, le lobby juif contrôle tout. Et à partir de là, quand on a ce schéma de pensée, en fait, moi je l'ai toujours dit, l'excès de philosémitisme, c'est de l'antisémitisme. Il y a des gens qui sont comme ça. Et donc, à partir de là, ce qui se passe, c'est que les gens, nos ministres, ce qu'on appelle notre élite, bon, j'aime pas trop ce mot-là, mais les gens qui nous dirigent, on va dire ça comme ça, ou qui reçoivent nos impôts, ces gens-là ont dans leur esprit cette idée que voilà, il faut pas parler d'Israël, et même Trump l'avait dit, et à partir de là, on se couche en fait. Et il suffit que les gens commencent à se réveiller en masse, et je pense que c'est votre travail depuis un certain nombre de décennies, il faut que les gens se réveillent pour que cette illusion cesse, et que le pouvoir démocratique reprenne, mais bon, c'est pourrait nous ramener vers d'autres considérations. En tout cas, voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est que je ne pense pas que ça soit dans l'intérêt bien compris de la France ni de l'Europe, et je ne pense pas qu'Israël ait tiré une balle pour la France ou pour les États-Unis. C'est Israël qui prend toujours, Israël ne donne rien. Là, je ne suis pas d'accord, parce que, vous savez, les États-Unis, la France, l'Angleterre n'ont jamais été philanthropes. Ils agissent dans leur intérêt. Bon, voilà. Regardez l'Ukraine, comment on l'exploite. Bon. Israël, il est le chien de garde de l'Occident au Moyen-Orient et il mérite largement les bénéfices qu'on lui en donne. Voilà. Donc, on fait pas ça pour les beaux yeux des Juifs ni des Israéliens. Il y a un intérêt bien compris, c'est qu'Israël a montré qu'il était un chien de garde très efficace, en tout cas jusqu'à présent. Après, peut-être ça changera, j'en sais rien. Mais jusqu'à présent, a montré que c'était un chien de garde très efficace, et donc, on le couvre de cadeaux. Voilà. Mais le jour où il cessera, pour une raison ou une autre, d'être efficace ou d'être le chien de garde, on le laissera tomber et on dira oui, quand même, c'était une erreur, la création d'Israël, machin, etc. Vous savez, il y a toujours des retournements dans les relations internationales. Voilà. Très bien. Merci, M. Cohen. Qui est avec nous sur TikTok. C'est à toi. Salam alaikum. Ton micro. Ouais, c'est à toi. 30 secondes. On va pas parler dans 30 secondes. Ok, je te redonne la parole après. Je vais donner la parole à Dark Soul qui est avec nous sur YouTube. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Cohen. Bonsoir, le chat. Bonsoir, les animateurs. Et merci, Farida. Comme d'habitude. Donc, alors, chien de garde, moi, je veux bien, mais bon, il massacre quand même des chrétiens, donc, qui est la religion de base de l'Occident. Mais bon, ça mise à part, ne pensez-vous pas que l'économie américaine s'effondre, la Fed est au bord du gouffre,
et que l'économie américaine ne vit que par le complexe militaro-industriel. Donc, c'est un moyen pour elle d'être sous perfusion. Et à ce titre-là, on déclare un peu des guerres partout, ce qui fait fonctionner le système financier, parce que derrière cela, il y a toujours qu'une poignée de gens qui en tirent les ficelles et les bénéfices. Oui, alors, jusqu'à présent, le dollar étant la monnaie de réserve imposée par les États-Unis pour les échanges de pétrole, etc., et les États-Unis réussissaient à vivre à crédit sur le reste du monde. Voilà, ils ont à peu près quelque chose comme 40 000 milliards de dettes. Voilà, et continuent. Sauf que c'est une question de rapport de force là aussi. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'échanges qui se font hors dollar. Il y a de plus en plus de pays qui ne mettent pas leurs économies qui n'investissent pas leurs économies dans des obligations américaines. Ça va prendre du temps, mais apparemment, le mouvement s'accélère. Donc, à un moment donné, les Américains vont avoir de moins en moins de moyens. Voilà. Qu'est-ce qu'ils feront à ce moment-là? Est-ce qu'ils déclareront une guerre générale parce que dans une guerre, on efface les dettes et on recommence à zéro? Mais en tout cas, pour le moment, ils tiennent encore, mais d'année en année, leur pouvoir s'érode. Voilà, c'est-à-dire diminue parce que des pays importants, enfin, je veux dire, par exemple, dorénavant, les échanges entre la Russie et d'autres pays, entre la Russie et la Chine, ils créent une banque, par exemple, Interbricks. Donc, tout est fait, mais ce sont des conséquences que l'on verra apparaître de plus en plus. Aujourd'hui, les Américains tiennent encore pendant un moment le haut du pavé, mais jusqu'à quand et combien de temps? Mais le mouvement contre eux semble s'accélérer. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? C'est-à-dire que le jour où les États-Unis ne pourront plus vivre à crédit, seront obligés de payer leurs importations, leurs produits au juste prix, et à ce moment-là, les Américains vont devoir se serrer la ceinture. C'est difficile de spéculer sur, d'abord, le moment où ça va se passer, c'est-à-dire, il y a déjà, on est dans ce mouvement. D'année en année, on voit le mouvement. Voilà. Mais quelle vitesse il va prendre et dans combien de temps le basculement risque de heurter de front l'Amérique et ses citoyens. Voilà. C'est-à-dire où ils vont devoir payer 10 dollars le gallon d'essence, voilà, par exemple. Ou bien où ils verront leurs fruits, légumes ou leurs shampoings multipliés par 3 ou 4, etc. Voilà. Alors, quand est-ce que ça va arriver? Donc ça, c'est difficile à dire, mais il est certain que le mouvement d'affaiblissement américain, monétaire, pas militaire, mais monétaire et diplomatique est amorcé et même est en train de s'aggraver. Voilà. Vas-y, tu peux reprendre, je t'en prie. Ouais, donc je disais juste que moi, j'étais juste là pour écouter, en fait. Je voulais vraiment, je suis pas venu pour intervenir, j'étais juste intéressé par l'invitation, par la présence de M. Cohen, vu que je le connaissais depuis un petit moment sur égalité réconciliation à l'époque. Oui. Donc après, c'est pas que pour lui, aussi les autres intervenants. Moi, je trouve juste que ça manque un petit peu de réalisme. Je trouve que c'est un petit peu trop gentil, quoi. Je trouve que vos analyses, elles reflètent pas la cruauté contemporaine, quoi.
Parce que faut savoir, enfin, je sais que je vais rien apprendre du tout à M. Cohen ou aux autres intervenants qui sont spécialisés en géopolitique, mais quand on voit la flotte américaine qui s'amasse dans la mer de Chine et au Moyen-Orient, on comprend tout de suite très bien que l'ennemi, c'est pas, bon, je vais être méchant, mais c'est pas les 3-4 arabes en Kalachnikov qui vont inquiéter l'empire américain, quoi, américano-sioniste. On a très bien compris que l'Israël, ils sont juste là, c'est une plateforme, c'est le 51e ou 52e État, pardonnez mon ignorance, des États-Unis qui servent juste à réguler les hydrocarbures au Moyen-Orient, quoi. Et comme l'a dit Poutine cette semaine, je crois, si je me trompe pas, il a dit qu'il suffirait juste aux Arabes, uniquement aux Arabes, hein, de monnayer leur pétrole en autre monnaie que le dollar pour que tout l'Occident s'écroule. Donc l'Amérique et l'Europe, quoi. Vu que l'Europe est tenue par la dette, donc personne ne le dit comme ça, mais c'est une dette américaine, quoi. Et on sait que les grandes banques américaines, c'est qui les tient, on est obligé d'emprunter dans les marchés privés. Rien que pour la France, on est obligé d'emprunter dans les marchés privés. Depuis, je crois, 73, donc depuis Pompidou, qui était banquier aussi chez Rothschild, comme Macron. Et quand De Gaulle est parti, qu'on a fait le référendum, et ça a été déclassifié il n'y a pas très longtemps, parce qu'on a dépassé les 50 ans, il s'est avéré que tous les grands industriels, les grands financiers juifs, parce qu'à l'époque on disait passionnistes, avaient poussé pour plébisciter le non-référendum pour dégager De Gaulle. Et une fois qu'il a été dégagé, bah, bizarrement, l'embargo sur Israël, sur l'armement israélien a été, on va dire, levé, pour dire ça comme ça. On sait aussi qu'il y a des grosses fuites au niveau du plan nucléaire et de l'armement chez Dassault. Ouais. Est-ce que tu peux aller au bout, s'il te plaît, et si tu as une question à la poser, parce qu'on a encore du monde derrière et l'émission est bientôt terminée. Ok. Bah, ouais, en gros, ce que je voulais dire, c'est que, ouais, il y a des grosses ramifications au niveau des lobbies, et qu'aux États-Unis, c'est pas une surprise, si on sait très bien que c'est eux qui ont voulu la tête de Saddam Hussein, c'est le lobby juif qui l'a voulu et qui l'a eu, sous couvert de la couverture chiite, enfin, appelez ça comme vous voulez, mais je m'en fous, quoi. En gros, c'est eux qui voulaient Saddam, ils l'ont eu. Comme il l'a dit très bien, Truman, je crois que c'était Truman qui avait remplacé Kennedy, et que ensuite, je crois que c'est Nixon qui a remplacé Truman, et si Truman il était redevenu président, s'il avait été réélu président et que Kissinger restait au chevet de Truman, je crois, bah, on était reparti encore pour une autre guerre. Donc, en gros, le lobby, les PAC ou le lobby juif, appelez ça comme vous voulez, moi j'ai pas peur des mots, on va dire qu'ils ont une nature très sanguinaire. C'est des rapaces, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont là que pour semer la discorde sur Terre. Et que, bah, comme ils l'ont très bien dit il n'y a pas si longtemps, tout gouvernement qui s'oppose à Israël et qui s'oppose politiquement, c'est même pas militairement, très bien. Sera rasé. Ouais. Donc en gros, ce que je voulais dire, c'est que le live, moi j'ai pas très bien compris s'il y avait un sujet précis au niveau du live, ou c'est juste parce que Monsieur Cohen était invité et que ça tournait autour de ça, quoi. Bah, écoute, Monsieur Cohen, il va réagir à ce que tu viens de dire. Et puis, tu saches que tous les jeudis, Monsieur Cohen est avec nous, donc à 19h30. Attention, voilà. Je critique pas sa présence, je critique pas le live. Attention, c'est pas ce que je dis. Hein. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc, s'il te plaît. Moi, l'impression que j'ai, c'est que je trouve. Ouais, non, mais s'il te plaît, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Merci pour ton intervention. Monsieur Cohen va réagir à ce que tu as dit. Et il y a d'autres intervenants derrière. Et sache que c'est un live où je donne la parole, où il y a la possibilité d'échanger avec Monsieur Cohen, poser des questions. Mais après, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec ce que Monsieur Cohen dit. Et pour les autres intervenants ou auditeurs, c'est pareil. Mais en tout cas, merci pour ton intervention. Monsieur Cohen, allez-y. Ben, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que l'intervenant a dit des choses très intéressantes et très pertinentes. Ben, c'est bien. Enfin, je ne sais pas quoi. Voilà. Donc. Très bien. Alors, avant de redonner la parole à quelqu'un sur TikTok, j'ai quelqu'un sur YouTube avec nous, Elisabeth. Bonsoir. 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 Oui. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Super. Déjà, je dis bonsoir à tout le monde. J'ai une question, Monsieur Cohen. Aujourd'hui, j'ai entendu une information qui m'a vraiment blessé le cœur très profondément.
Apparemment, ils vont faire une campagne de vaccination sur plus de 600 000 enfants à Gaza. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Oui, oui. Voilà. Donc, oui, voilà. Je voulais savoir ce que vous en pensez, tout simplement. Écoutez, la polio avait été éradiquée de Gaza depuis au moins 10 ans, 10 ou 20 ans. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait un système de santé performant et la polio, elle est, comment dire, la polio provient des eaux des eaux qui ne sont pas propres, des eaux qui sont les eaux, l'eau qui n'est pas pure, l'eau qui est contaminée, etc. Voilà. Or, comme la plupart des conduits d'eau, des réseaux d'eau ont été détruits, l'eau que boivent les Gazaouis ou dont ils se servent pour toutes sortes de choses, elle est polluée. Et donc, on avait vu l'apparition de la polio. Voilà. Et donc, apparemment, ils ont trouvé un terrain d'entente, a priori, enfin, d'après ce que j'ai compris, l'OMS et les Israéliens et le Hamas, etc., ont trouvé un terrain d'entente pour faire entrer des centaines de milliers de vaccins et vacciner les enfants. Voilà. Je pense, a priori, sans faire de complotisme, je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Parce que c'est un vaccin c'est pas du tout, c'est pas la même chose que le vaccin contre le Covid, etc. Voilà, donc c'est un vaccin connu, reconnu, et la polio est une maladie quand même, dangereuse et qui vraiment, c'est dommage parce que on peut très bien l'arrêter. Il suffit d'avoir de l'eau propre, mais dans l'état actuel des choses, je pense que c'est assez bon, assez positif qu'on ait réussi à se mettre d'accord pour mener cette campagne de vaccination, parce que si on ajoutait les assassinats, les destructions, etc., à la maladie ou à la polio, donc si on pouvait au moins préserver les enfants, en tout cas qui sont dans des situations terribles, si on pouvait déjà les préserver de cette infection, c'est déjà pas mal, voilà. Bon. Ok, j'avais un autre intervenant sur TikTok. Stop. Bonjour, Monsieur Cohen. Bonjour. J'ai deux questions. La première question, c'est qu'est-ce que vous pensez de cette vague d'arrestations? Il y en a beaucoup, beaucoup, entre autres Étienne Chouard, le PDG de Telegram, etc. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous pensez des accords d'Abraham? D'accord. Alors, attends, 2 secondes, Monsieur Cohen, avant de répondre à la première question. En plus des arrestations d'Étienne Chouard et donc de Pavel Durov, comment dirais-je, le patron de Telegram, il y a aussi, vous savez, vous vous souvenez, l'infirmière Iman qui était partie à Gaza il y a quelque temps et qui avait fait une intervention à l'Assemblée, qui a été mise en garde à vue aujourd'hui. Je crois que ce soir, elle a été libérée, mais elle a aussi été interrogée. Voilà. Alors, toutes les arrestations ne sont pas à mettre sur le même plan. Durov, il a été arrêté pendant 96 heures, je crois, une garde à vue de 96 heures pour d'autres raisons. Bon. Les autres, Étienne Chouard, Éric Morio, beaucoup d'autres qui sont interpellés, convoqués par la police judiciaire et interrogés sur leurs déclarations, etc., en vue d'éventuelles poursuites. Voilà. Donc, pour moi, c'est plus des tentatives d'intimidation. Voilà. C'est-à-dire, on leur dit, voilà, bon, enfin, vous savez, moi j'ai été convoqué à 2 reprises à la police judiciaire.
bon, c'est vrai quand même qu'on sent une certaine. Enfin, il y a une forme de menace. Voilà. C'est-à-dire, il faut justifier ce qu'on dit, dans quel sens on l'a dit, etc., avec la menace que l'officier de police judiciaire va transmettre l'entretien à un juge et donc décider d'éventuelles poursuites. Donc, voilà, et les gens, je veux dire, n'ont pas toujours les moyens ni le temps de prendre un avocat. Et puis, ça peut avoir des effets assez dramatiques. Voilà. Peut-être, par exemple, des amendes. Vous savez, avec 3 ou 4 parties civiles qui reçoivent des amendes, qui vous condamnent à des amendes de 10 ou 15 000 euros, je ne sais pas comment. Voilà. Donc, en fait, c'est plus une politique d'intimidation. Voilà. Enfin, moi, c'est ma vision. Voilà. C'est-à-dire, jusqu'à présent, bon, je ne sais pas s'il y a eu. Bon, c'est par exemple ce footballeur. Donc, le fait est que lorsqu'un footballeur voit son contrat de travail suspendu, eh ben, les autres footballeurs, ils se disent, bon, même si j'ai envie de dire quelque chose, même si je suis sympathisant de Gaza, je préfère ne pas le dire. Voilà. Parce que c'est plus prudent, on ne sait jamais, etc. Voilà. Et donc, d'où le silence accablant de pratiquement des artistes, des intellectuels, etc. Je veux dire, pour moi, j'ai l'impression que même pas 5% des gens qui auraient pu s'exprimer qui le font. Donc, pour moi, c'est plus une. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de condamnation, à mon avis, à ma connaissance, il n'y a pas eu de condamnation à la prison ferme sur ce plan-là. Il y a eu du sursis. Voilà. Et le sursis, c'est une façon de. C'est comme. C'est une menace aussi. Voilà. C'est-à-dire, c'est un moyen de dissuasion. Alors, qu'est-ce que je pense des normes? Oui, c'est vrai, 2 secondes avant de vous répondre à la seconde question. Il y a pas mal d'intervenants sur TikTok. Je vais vous demander si vous voulez bien, Monsieur Cohen pourra peut-être répondre encore, mais je vous donnerai la parole. Essayez d'être concis, court. Vous montez, vous posez votre question, Monsieur Cohen, il répond comme ça. Moi, j'essaie de faire passer le maximum de monde. Voilà, Monsieur Cohen. Donc, les accords d'Abraham, vous en pensez quoi? Oui. Alors, les accords d'Abraham, pour résumer, enfin, pour faire court, c'est un moyen de pression américano-sioniste sur des monarchies du Golfe et le Maroc faible, des pays dont la sécurité n'est pas très assurée, qui savent qu'il vaut mieux marcher droit avec l'Amérique plutôt que de résister, qui a des avantages à se plier à la volonté américaine. Alors, pour moi, c'est un rapport de force. Voilà. Très bien, merci. Yes Orient, c'est à toi, c'est à vous. Je vous en remercie, Monsieur Cohen. Merci. Merci. Au revoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Cohen. Bonsoir. Ouais, moi, je voulais poser la question parce que avant, je suivais Pierre Hillard, je ne sais pas si vous le connaissez, là. Oui, bien sûr. Voilà. Quand on lui posait la question sur le comportement de Poutine vis-à-vis de l'Occident, et lui, aujourd'hui, il reste sceptique sur cette guerre entre l'Ukraine et le lien entre l'Ukraine, la guerre en Ukraine, Gaza et les BRICS. Et il va même jusqu'à penser que vu que le dollar il est en voie de se casser la gueule, et puis que l'euro il est indexé au dollar, donc l'un dans l'autre ils vont se casser la gueule, l'Amérique va s'effacer aussi dans les BRICS, mais dans un délai plus tard. Est-ce que vous pourriez le confirmer, ça ou vous êtes le contraire? Alors, je crois tout à l'heure, je l'ai dit, je pense qu'on est dans un processus d'affaiblissement de l'Occident, de dédollarisation, d'affaiblissement du dollar et de l'euro, mais qu'on est loin, en tout cas au moment où on parle, on est loin d'un effondrement. Voilà, d'accord? Voilà.
Et donc, mais le processus est enclenché. Il peut, à mon avis, il va s'accélérer parce qu'il y a plusieurs pays qui vont se dégager de l'euro et du dollar, mais quand ça va s'effondrer, à mon avis, c'est certainement pas à court terme. C'est pas une question d'un an ou deux ou cinq, voilà. Probablement plus, voilà. Ok, merci. Lila ou Lila 93 inconnu, c'est à vous. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir plutôt. Moi, je veux revenir sur la question de la vaccination des enfants gazaouis. Oui. Qui a été décidée soi-disant par Israël, Hamas et l'OMS. Oui. Il y a d'autres moyens pour soigner la polio. Linus Pauling avait utilisé la vitamine C pour la polio et qui guérissait très très bien. Mais on ne sait pas quel est l'ingrédient qui est dans le vaccin actuel. Oui, oui, je vous écoute, oui. Bah, écoutez, ce que je voulais dire, c'est moi, tout simplement. Oui. J'allais vous répondre. Voilà. Personnellement, l'affaire des injections, des dernières vaccinations, etc., m'a ouvert l'esprit et sur les vaccins en général. Voilà. Et c'est vrai que je regarde des vidéos de gens, etc., et je me dis, bon, c'est vrai que l'industrie pharmaceutique mondiale a réussi à éliminer pratiquement toutes les guérisons naturelles. Voilà, c'est-à-dire par exemple la vitamine C. Je sais, bon, je ne suis pas spécialiste, hein, mais j'ai vu quelques vidéos, c'est vrai, sur la puissance de la vitamine C, etc. Mais nous sommes dans une société ultra-capitaliste et tout ce qui est, par exemple, l'hydroxychloroquine qui coûte 20 centimes, il n'est absolument pas question qu'on l'utilise alors qu'un vaccin coûte 20 $ ou 20 €. Et quand on vend par milliards, donc vous voyez un peu le bénéfice qu'on peut faire. Donc, moi, je ne suis pas du tout qualifié pour juger du vaccin contre la polio. Voilà. Et par comparaison avec la vitamine C. Mais c'est vrai, il est vrai qu'il est presque aujourd'hui impossible, sinon interdit, de proposer des alternatives bon marché qui combattent contre l'industrie pharmaceutique. Voilà. Alors, Monsieur Cohen, à la question de la vaccination, donc ils décident de vacciner les petits, mais par contre, ils ne veulent pas faire passer l'aide humanitaire. Comment ça se fait? Exactement. Bon, c'est-à-dire, Israël veut Israël en permettant. Je peux intervenir? Allez-y, j'ai juste allez-y. Voilà, bon, c'est comment dire, c'est de la propagande d'Israël. C'est-à-dire, bon voilà, ils ont tué des dizaines de milliers d'enfants, ils ont détruit même leur cadre de vie, leur système de santé, leurs écoles et tout. Et après, on fait un geste. Voilà, on dit, nous allons permettre l'entrée de 500 000 vaccins pour les enfants. Voilà. Bon, c'est un acte de propagande. Voilà, Très bien. Samy, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Cohen, j'aimerais parler d'un sujet. Qu'est-ce que vous pensez de l'influence de l'Arabie Saoudite dans le monde arabo-musulman et quelle pourrait être sa voie pour l'arrêt des hostilités sur Gaza? Et est-ce que vraiment l'Arabie Saoudite pèse sur les prises de décision dans le monde arabe? Et est-ce qu'elle est-elle vraiment considérée au niveau des USA est-ce que sa parole est considérée au niveau des USA et voilà, des sionistes, quoi? Merci. C'est un sujet complexe,
dans la mesure où l'Arabie saoudite, vous savez, il y avait une formule célèbre qu'on peut appeler un colosse au pied d'argile. Voilà. Bon, je ne sais pas si elle s'applique exactement à l'Arabie saoudite, mais elle pourrait s'appliquer dans une certaine mesure. Dans quel sens? L'Arabie saoudite a un potentiel économique fabuleux. Voilà. Et malheureusement, comment dire, la soumission à l'Occident l'a empêché de se développer. C'est-à-dire l'Arabie saoudite n'est pas devenue l'équivalent du Japon, n'est pas devenue l'équivalent de la Corée du Sud en termes industriels, en termes de militaires, etc. Donc, c'est resté un pays, comment dire, potentiellement puissant, avec énormément d'argent. Donc, cet argent, il sert à créer de l'influence, mais même l'armée saoudienne, elle n'a jamais montré, je veux dire, quand elle a fait la guerre au Yémen, quand on voit la disproportion des forces, elle n'a pas brillé par quelque chose d'extraordinaire. Donc, comment dire, c'est une puissance putative, c'est-à-dire c'est une puissance potentielle, qui reste potentielle, mais qui reste limitée parce que les États-Unis, qui sont le parrain de l'Arabie saoudite, qui aujourd'hui essayent de se dégager, mais jusqu'à quel point, je ne sais pas. L'Arabie saoudite joue aujourd'hui, depuis 2-3 ans, un jeu d'équilibriste un peu difficile, voilà, et peut-être dangereux. Voilà. C'est-à-dire, elle se rapproche, enfin, elle a établi des relations normales avec l'Iran, mais jusqu'à quel point, vous savez, c'est ce genre de réconciliation dans ces régions-là, on sait comment, on sait au fond qu'est-ce qu'elles ont vraiment de sérieux, voilà. Et donc, pour moi, ça reste quand même l'Arabie saoudite, à défaut, par exemple, elle rêve, l'Arabie saoudite a rêvé d'avoir une industrie nucléaire, enfin la maîtrise du nucléaire. Vous savez, l'Arabie saoudite a posé comme condition à la normalisation, avant octobre, avant la guerre de Gaza, c'est juste pour vous dire à quel point l'Arabie saoudite est dans une situation de grands pays potentiellement puissants, mais relativement encore faibles et soumis. L'Arabie saoudite a demandé aux Américains, comme condition à la signature de traités de normalisation avec Israël, la possibilité de développer en toute sécurité une industrie nucléaire civile. Voilà. C'est parce que l'Arabie saoudite, elle n'ose pas, elle connaît l'exemple de l'Irak. L'Irak a tenté de développer l'industrie nucléaire civile, mais qui a été détruite par un bombardement israélien en 1981, je crois. Voilà. Enfin, je peux me tromper d'une année, mais c'était vers 1981. Et donc, voilà, ça reste un pays qui n'ose pas, je veux dire, vu sa puissance, enfin, je veux dire, c'est un pays qui aurait pu devenir une puissance fabuleuse. Je veux dire, avec le fric qu'il a, le territoire qu'il a, etc. Mais il reste quand même une puissance qui n'a pas encore, qui n'est pas totalement libre et indépendante. Voilà. Bon, on va prendre une ou deux. Ouais, allez, Dahia Jazer, c'est à toi, et après Huggy Les Bons Tuyaux. On t'entend pas. Non, on t'entend pas. On m'entend mieux là? Là, c'est mieux, ouais. Ok. Bon, après, je suis d'accord avec M. Cohen, mais l'Arabie saoudite, elle a été bloquée par l'Occident, par les États-Unis. Ils ont été bridés, que ce soit leur économie ou que ce soit leur industrie, comme l'Irak. Et le jour où un pays musulman aura la bombe nucléaire, c'est pas demain la veille. Hein. Et il ne faudra pas me parler du Pakistan.
Parce que le Pakistan, on sait tous que ça a été la fuite d'un ingénieur pakistanais de l'Angleterre, je crois, qui avait ramené les plans avec lui, mais enfin bref. Et d'ailleurs, c'est l'Arabie Saoudite qui avait financé le nucléaire pakistanais. Et d'ailleurs, ils se gargarisent de dire qu'ils ont la bombe atomique par procuration avec le Pakistan, sous le contrôle de M. Cohen. Donc, il pourra me répondre s'il veut pas sur ce sujet-là. Mais si l'empire arabe ne s'est pas levé comme l'empire chinois, c'est parce qu'il a été très durement réprimé par l'Occident. C'est pas parce qu'on est bête ou parce qu'on est musulman ou c'est pas notre religion d'arriérés mentaux qui nous a bloqués comme voudraient nous faire croire les médias sionisés d'aujourd'hui, quoi. Enfin bref, si j'avais une question à poser, mais je pense qu'il avait déjà répondu tout à l'heure en disant que ça va être dans 4 ou 5 ans. Moi, ce que je voulais pas le poser de manière économique, je voulais penser de manière, on va dire, militaire, confrontation directe physique. Parce que le vrai problème, c'est la plaque russo-chinoise qui s'affronte avec l'Occident et c'est encore une guerre froide, quoi. Donc, ça crée la Palestine, ça crée l'Ukraine, ça crée d'autres conflits dans le monde. Donc, je veux savoir si M. Cohen pense qu'il va y avoir une confrontation directe. Moi, je pense que ça se joue là par rapport à l'élection de Trump ou pas Trump. Ça va être primordial, déterminant sur le fait s'il va y avoir une confrontation directe Chine-Russie contre le reste du monde, quoi. Alors, personnellement, je ne crois pas à une telle confrontation globale. Pourquoi? Parce que les dirigeants de ces pays, on peut penser ce qu'on veut, mais ils ne sont pas bêtes. Voilà. Ils savent que une confrontation qui risque d'amener au nucléaire serait la fin de tout le monde. Donc, ils ne sont quand même pas assez stupides. Et d'ailleurs, l'histoire a montré que dans toutes les périodes de crise, je peux vous citer, enfin, depuis l'URSS, il y a eu des périodes de crise, le Vietnam, la guerre de Corée en 50-53. Donc, toutes ces périodes, la crise de Cuba, l'Ukraine, toutes ces crises ont montré que les grandes puissances, enfin les puissances nucléaires savent s'arrêter en deçà de la limite qui pourrait les faire basculer dans un conflit nucléaire. Voilà. Ils ne sont pas fous à ce point. Voilà. Et je pense qu'ils ne le seront pas. Voilà. Parce qu'aucune société humaine de cette importance n'a envie de se suicider. Voilà. Okay. Alors, la dernière question. Oui, la dernière avant la mienne, bien sûr, comme d'habitude. Donc, Hugui, les bons tuyaux, bonsoir. Salam alaikum. Salam alaikum, Monsieur Cohen, bonsoir. Bonsoir. Une question qui me turpine dans mon esprit, Oui. par rapport à la Palestine occupée. On a vu des communautés juives qui a manifesté contre Netanyahou, qui n'étaient pas contents, soit pour la guerre, soit pour leurs intérêts. Ça, je pourrais pas vous le dire. Il y en a eu des manifestations là-bas contre Netanyahou. Pourquoi les Juifs de France n'ont pas manifesté contre Netanyahou? Et pourquoi ils se mettent en retrait par rapport à ce qui se passe là-bas? Alors, c'est ma question. Ok, d'abord, il y a, vous savez, les Juifs de France, à peu près, moi je les divise en 3 catégories. Bon, parce que les gens pensent que tous les Juifs sont derrière le CRIF, c'est pas vrai. Pour moi, il y a à peu près un tiers des Juifs de France qui sont derrière le CRIF. Donc, ils sont sionistes et eux, il n'est pas question de manifester contre Netanyahou. Parce que pour eux, tout ce que fait Netanyahou, tout ce que fait Israël est bien. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est voilà, bon, point barre. Voilà. Maintenant, il y a un tiers de ces Juifs qui sont anti, ou en tout cas n'ont aucune sympathie pour Israël. Aucune. Même ils seraient anti, mais ils n'ont pas envie de manifester. Moi, j'en connais. Ils n'ont pas envie de manifester, ils n'ont pas envie de se manifester, d'aller dans la rue, ils n'ont pas envie d'écrire dans les journaux, etc. Ça ne les intéresse pas. Voilà. Et puis, il y a un tiers d'indifférents, c'est-à-dire que, bon, ils sont plus ou moins entre les deux. Et donc, en fait, voilà pourquoi les Juifs, globalement, hein, il y a quand même quelques Juifs qui manifestent
contre la politique israélienne, contre Netanyahou, à titre individuel ou à titre où il y a des associations quand même, comme l'UGFP, etc. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires parce que, d'abord, on ne leur donne pas la parole, et deuxièmement, ils n'ont pas, ils n'ont pas envie de se montrer, ils n'ont pas envie de s'exposer. Voilà. Alors, Monsieur Cohen, il y a quelqu'un dans le chat qui n'est pas vraiment d'accord sur vos propos. Je l'inviterai à monter. Mounameh, si tu as 2 minutes, tu montes. Sinon, on lui posera la question la semaine prochaine. Bon, Monsieur Cohen, j'avais une question concernant et on clôturera là-dessus si notre ami Mounameh ne veut pas monter ce soir. C'est concernant le sommet donc Chine-Afrique qui a eu lieu là récemment. Oui. Et j'ai vu passer quelques informations. Donc, il y a un sommet Chine-Afrique et il y aurait une tentative, une volonté de médiation d'intervenir dans le problème diplomatique entre le Maroc et l'Algérie. Et j'ai vu passer une info comme quoi il y aurait une médiation possible de l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous en pensez que c'est possible d'abord, et est-ce que ça peut mener à quelque chose de positif et le début de quelque chose de nouveau entre la relation entre les deux pays? Je vous donne mon sentiment, hein. Bon, c'est que le conflit entre le Maroc et l'Algérie a des racines profondes. C'est pas, vous savez, il date de 1962, hein. Donc voilà. Et il y a eu une guerre, la guerre des Sables en 1963. Donc, j'ai eu l'occasion d'évoquer. Et donc, il y a une grande. Il faut comprendre une chose, c'est que ce sont deux régimes. Et là, on revient aux États. Voilà. Donc, ce n'est pas une affaire de peuple, de communauté, de proximité, etc. On sait tout ça. Bon. Mais je crois que il y a deux entités étatiques de part et d'autre et qui sont irrémédiablement en conflit. Voilà. Pourquoi? Parce que elles se pensent, chacune pense que l'autre va chercher à la brimer, à la brider, à lui enlever une partie de son pouvoir, etc. Voilà. C'est-à-dire que la géographie qui a placé ces deux régimes face à face, côte à côte ou face à face, a fait en sorte que depuis 1962, malheureusement, ces deux régimes sont dans une dynamique de confrontation idéologique, étatique, culturelle. Et donc, je vois mal comment, quelle solution pourrait arranger ces deux pays. Voilà, je ne la vois pas. Voilà. C'est-à-dire, pour le Maroc, il n'est pas question d'abandonner le Sahara. C'est-à-dire, on peut imaginer toutes les formes qu'on veut, autonomie, ce qu'on veut, mais le Maroc, on ne peut pas imaginer. C'est-à-dire que, voilà. Et l'Algérie ne peut pas imaginer céder, à mon avis, céder là-dessus. Donc, voilà. Donc, on va faire comme si, bon, il y aura une médiation, mais à mon avis, je ne sais pas, il faut être. Faut sortir une solution du chapeau, quelque chose d'extraordinaire. Moi, personnellement, je ne vois pas parce que ce n'est pas une question de, encore une fois, on peut trouver une solution. Vous savez, à tout problème, il y a une solution. Voilà. Ça y est, c'est pas. Vous savez, des fois, on me dit, oui, vous savez, les Palestiniens, on va faire ceci, cela. Mais les solutions existent. C'est pas ça le problème. Est-ce qu'on veut chercher une solution? Voilà. Est-ce qu'on est prêt à faire un compromis suffisant pour chercher? Est-ce qu'on peut faire baisser la méfiance qui existe depuis 60 ans entre ces deux pays, etc. Voilà, c'est très profond, la problématique. Voilà, donc moi je suis un peu sceptique, tout en espérant évidemment que
Voilà, peut-être que je ne sais pas. Voilà. Bon. Ouais. Oui, non, mais c'est une question complexe, hein. On a Et du bien mal à sûr, trouver la solution. Et effectivement, de toute manière, moi, je l'avais déjà dit par le passé, il faut une médiation et il faut se mettre autour de la table et discuter. Et bien sûr, il y aura des concessions de chaque côté. Maintenant, voilà. à voir si elles vont être faites et elles vont être Pourquoi mises en pas? place. Ouais. On ne sait jamais, après tout. Si on se réunit autour d'une table et on se dit, bon, les quatre vérités, les vérités entre quatre yeux, etc., bon, peut-être, après tout, pourquoi pas, on ne sait pas. Voilà. En tout cas, merci, M. Cohen. Alors, je suis désolé pour tous ceux qui voulaient encore poser des questions. Il y a des questions dans le chat, tout ça. Donc, on se donne rendez-vous, comme d'habitude, la semaine prochaine. M. Cohen, juste une petite chose, je tenais à préciser pour nos amis abonnés sur les plateformes YouTube qu'il faut s'abonner à la chaîne Altitude. Tous ceux qui sont sur Jacob Cohen ou sur Farid Abelgoul, il faut s'abonner à la chaîne Altitude parce que de temps en temps, je vais diffuser les lives que sur ma chaîne pour faire gonfler un petit peu la chaîne parce que malheureusement, elle a du mal à gonfler. Vous êtes nombreux sur Jacob Cohen, sur Farid Abelgoul et sur Altitude, ça ne prend pas encore suffisamment. Donc, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, M. Cohen, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Faites un geste, abonnez-vous à la chaîne Altitude. Voilà, c'est un message de M. Cohen. Allez, bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonsoir. Merci. Les amis, je reste ouvert sur TikTok. Restez encore connectés. Je clôture ici. Je voulais vous montrer une petite vidéo concernant Nabila Kilani qui nous fait un travail humanitaire, bien sûr, depuis, même avant les événements du 7 et que j'ai eu en contact récemment. J'ai eu un message tout à l'heure sur le chat qui me disait le lien ne fonctionne pas. Faux. Le lien pour la cagnotte pour Nabila Kilani, il fonctionne parfaitement. D'ailleurs, je remercie la personne qui a fait un don cette semaine. Elle avait mis un commentaire sur YouTube. Je lui ai répondu, je lui ai mis le lien et elle a dans la foulée fait ce don qui ira directement, bien sûr, à la fin de l'année, lors de la clôture de cette cagnotte que j'avais créée en début d'année, qui ira directement donc, pour Nabila. Je vous montre une courte vidéo. J'ai eu des nouvelles de elle cette semaine. Elle m'a transmis une courte vidéo du travail qui est fait sur le terrain là-bas, dans les centres où il y a où ils ont été poussés à s'installer, donc des camps un peu de réfugiés comme ça. Et donc, il y a un travail qui est fait. Elle m'a envoyé une petite vidéo. Je vous la transmets. Et les amis, pour celles et ceux qui veulent faire un geste, vous avez le lien qui défile là en ce moment même. Vous avez le lien qui est en description sur la chaîne YouTube Altitude. Sur le compte TikTok, vous avez aussi le lien. Donc, n'hésitez pas, les amis. Un petit geste pour notre sœur Nabila Kilani qui fait un travail humanitaire qui ira bien sûr pour ces enfants qui souffrent et toutes ces populations qui souffrent à Gaza. Voilà les amis, je vous mets cette courte vidéo. مرحبا، كيف حالك؟ ايش بتبيع؟ قديش الكعكة؟ كم من كعكة معك؟ طيب أنا بشتري منك هدول الكعكات. خلك هذا تفضل. تمام، وأنت بتوزعهم على أطفال المخيم. طيب يلا وزع. همومنا هانت الله عون للقلوب إذ استعانت أفشوا السعادة تقول لك يا خالتنا بينا لا يقتني الناس كتير مبسوط وكل مشتريات مني كل الكعك وما اروحش في الشمس والقصف وعلى اماكن بعيده عشان انا بخاف من القصف. شكرا لك. باي. Voilà les amis, donc n'hésitez pas pour celles et ceux, vous pouvez faire un petit geste, faites-le s'il vous plaît, ça ira pour ces enfants et vous aurez la transparence bien sûr de tout ça une fois que la somme sera récoltée en fin d'année. Voilà, donc onparticipe.fr, vous cliquez sur le lien et vous avez la possibilité de faire ce petit geste. Si ce n'est pas le cas, partagez-le autour de vous, les amis. On se donne rendez-vous, comme d'habitude, la semaine prochaine. Alors, c'est à confirmer. Peut-être que ce sera vendredi. Je vous tiendrai au courant, comme d'habitude. Je
vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Bonne soirée à tous, bon week-end. Salam alaikum les amis. Le petit clip de fin, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas écouté, je vais vous le mettre. Il est là. Hop. Eh ma chérie, écoute ça. Franchement, je pense que là, il y a un potentiel à tube. C'est vrai qu'elle est bien l'instru. Faudrait juste que t'écrives un truc un peu plus consensuel. Et que pour une fois, tu fasses pas trop long. Bonne idée ma chérie, je vais essayer. Si le César de Polanski te choque, t'es antisémite. Et si tu sais ce que fait BlackRock, t'es antisémite. Tu critiques le pouvoir des banques, t'es antisémite. Tu penses que les médias nous mentent, t'es antisémite. Si t'es pas fan de BHL, antisémite. Tu boycottes Israël, antisémite. Si toi aussi tu comprends rien à ce que raconte Meyer Habib, si t'aimerais bien qu'on déploie des casques bleus en Palestine. Ici et antisémite. 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 Antisémite, carrément antisémite. Antisémite. Si t'es patriote en Europe, t'es antisémite. Si t'en as marre de leur guerre froide, t'es antisémite. Tu veux la justice pour Gaza, t'es antisémite. T'as des questions sur la Shoah, t'es antisémite. Tu sais qui gérait l'esclavage, t'es antisémite. Si quand tu vois Patrick Cohen, tu dis les chambres à gaz quand même dommage. Il n'est pas seulement antisémite, il est négationniste. Quenelle dans le fion du système, t'es antisémite. Et si t'espères qu'un jour on libérera Jérusalem, antisémite. T'es gilets jaunes, t'es antisémite. L'impunité de Jack Lang, le pédotéton, t'es antisémite. 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 Jamais antisémite. Antisémite. Tu lis Gershom Scholem, t'es antisémite. T'aimes pas Woody Allen, t'es antisémite. Tu doubles Elie Wiesel, t'es antisémite. Tu parles de l'affaire Bruel, t'es antisémite. Si tu connais l'identité du dénommé Jean-Luc Brunel, Dieudo te fait marrer, t'es antisémite. Tu kiffes pas le marais, t'es antisémite. Tu vas à la mosquée, t'es antisémite. T'es catholique, t'es forcément antisémite. Tu lis Céline, t'es un antisémite. Si tu supportes plus Elisabeth Lévy et sa voix d'alcoolique, antisémite. Je vous ai juste demandé, quand on dit il n'y a pas trop assez de, mettons, noirs, arabes, asiatiques à la télévision, il faut me dire il y a trop de quoi. Mais moi je te le dirais bien de quoi il y a trop, mais c'est illégal alors je vais m'abstenir. Antisémite. Une allusion à Israël en mentionnant le 11 septembre. Si t'as le culot de penser que la France devrait pas être avant, tu dis qu'un juif est juif, t'es antisémite. T'es surpris de voir le président prosterné au dîner du CRIF. Tu traînes un sioniste de sioniste, t'es antisémite. Si toi aussi tu trouves le Talmud légèrement raciste, ouvertement antisémite, Violemment antisémite. 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 Si tu parles de Rita Katz, t'es antisémite. Et si tu aimes les ananas, t'es antisémite. Si tu prononces Jeffrey Epstein, t'es antisémite. Tu te souviens de Lloyd Blankfein, t'es antisémite. Si tu dis que les Palestiniens sont aussi des humains, si tu penses que l'abbé Pierre était vraiment quelqu'un de bien, antisémite. 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 T'as de l'admiration pour le courage de Garaudy. 40 ans d'Atali, tu penses que ça suffit. Tu te demandes si le phosphore blanc c'est pas une arme chimique. T'aimerais parler du zyklon de façon scientifique. Si toi aussi la nausée te saisit en une milliseconde à la mention de l'armée qu'ils disent la plus morale du monde, tu parles des Rothschild, t'es antisémite. T'as pas trop le choix, c'est pas toi qui décide. Car si tu dis la vérité, ils crient déjà au génocide. Sans doute te défendre si un juif t'attaquait et devenir leur esclave fait pas partie de tes projets, ben t'es un antisémite. Bienvenue au club. Et t'as vu ma chérie? Mission accomplie. C'est pas trop long. T'es con. Quoi? Qui a...